va découvrir qu'il y a une rationalité dans un certain nombre de phénomènes. On peut être irrationnel en politique, mais le réel, lui, connaît des engrenages, connaît des logiques, connaît des rationalités. Et il va être rattrapé à un moment ou à un autre. Ils sont en train de saboter les structures de leur pays. Après, Donald Trump, il veut rendre les États-Unis... putain, c'est quoi le mot exact? Il veut... J'ai pas le mot. Attends, mais il y a un son dans mes oreilles, là, je suis pas fou. Ah, c'est ça, putain. J'avais un truc dans mes oreilles, là. Par le réel. Et cette leçon de choses du Trumpisme, nous devons en tirer le meilleur. Non, privatiser, voilà, juste, c'est ça le mot, les gars. Privatiser, parce que les fonctionnaires américains qui quittent, parce que, vas-y, les États-Unis payent énormément de... Il y a énormément de fonctionnaires aux États-Unis, et Trump, il veut dégraisser tout ça. Mais ça aura des conséquences. Je ne sais pas c'est quoi les conséquences sur les prochaines années, mais il veut privatiser pas mal de services publics. Ils vont les transformer en services publics-privés, quoi, maintenant. Donc on verra. On verra, ça sera quoi comme résultat? Ça va se traduire par quoi, les gars? On verra. On aura forcément des données à la fin du mandat de Donald Trump. On aura des données, les gars. On aura des données pour dire s'il a fait de la merde ou pas. À ce moment-là, on en tirera les conséquences. Prenions de toutes ces dingueries, de toutes ces propositions absurdes qu'il fait sur Gaza et sur le reste, pour justement être capable de corriger. Et comment réagir dans ce cas? Parce que ça pose une autre question, qui est la question du rythme, du temps politique, du temps médiatique aussi, de l'imbrication de tout ça. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a mis en place de nombreuses choses, a signé de nombreux décrets présidentiels, et on a le sentiment que l'un succède à l'autre. On le voit nous-mêmes quand on couvre ces sujets au quotidien. Il y a à peine le temps, on va dire, de traiter un sujet qu'il y a un autre qui arrive derrière. Quand Trump menace d'annexer le Canada, c'est quasiment exclusivement le Canada qui réagit. Quand Trump menace de récupérer le canal de Panama, de la même façon, c'est quasiment exclusivement le Panama qui réagit. Quand Trump menace de récupérer le Groenland ou même récemment Gaza, il y a des réactions internationales qui sont un peu plus importantes, mais qui restent, je suis curieux d'avoir votre avis, relativement modérées, que ce soit sur le Groenland ou sur Gaza. Annexer Pourquoi Canada, cette forme de modération, on va dire, dans les réactions? Alors, la modération, elle va de pair avec la sidération. Il faut bien se mettre à la place 5 minutes des dirigeants du monde aujourd'hui. Ils ont été habitués pendant des siècles à un certain comportement des États-Unis, à certaines politiques. Et en gros, ça évoluait entre isolationnisme, on se repliait sur soi, ou interventionnisme. Mais on a tout à coup un objet non identifié qui s'est mis en place, une politique encore non identifiée dans ses contours, et qui sidère l'ensemble des dirigeants du monde. Donc ils ne savent pas si c'est du lard ou du cochon. Et ils ne savent pas s'ils doivent surréagir en se disant tout ça va peut-être passer, ou au contraire, pour marquer le coup, ou au contraire, ne pas réagir. Donc il y a, j'allais dire, une phase de l'attente. Nous commençons à en savoir suffisamment. Et personnellement, j'apprécierais qu'il y ait davantage dans la presse le récit de tous les décrets qu'il a pris, et d'ores et déjà, de tous ceux qui sont tombés d'eux-mêmes. Vous voyez, quand ils décident de mettre des barrières douanières sur le Mexique et le Canada, ça tient quelques heures. Donc, quels sont les décrets qui sont tombés? Quels sont les décrets qui sont illégaux et qui donc vont tomber? Parce qu'effectivement, on en a parlé, mais il y a des recours. Oui, mais c'est là où vous vous rendez compte que l'information, c'est une bataille vitale. Il faut apprécier la réalité. Pourquoi? Donald Trump, il est dans une logique philosophique qui est celle de la transgression. Quand vous êtes en permanence à inventer quelque chose d'un peu plus dingue le lendemain que la veille, vous échappez à tout jugement, puisque vous êtes toujours en état de sidérer les personnes qui vous regardent. Donc vous échappez à tout jugement. Cette transgression, elle existe très fortement en matière politique aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire, à quelque chose de dingue succède quelque chose d'encore plus dingue. Très honnêtement, la Riviera à Gaza, fallait le faire. Les États-Unis qui affirment non seulement qu'ils vont contrôler Gaza, mais qu'ils vont en acquérir la propriété. D'ailleurs, les gars, ça c'est une dinguerie quand même. D'ailleurs, ça va plus loin cette histoire parce que il avait invité, je crois qu'il avait invité le président égyptien et le roi de Jordanie. Il avait dit, les gars, vous n'aurez pas le choix. Il va suspendre l'aide à l'Égypte et l'aide à la Jordanie si ces derniers ne récupèrent pas des réfugiés palestiniens. C'est une folie, les gars. Le coup de pression de Donald Trump sur les affaires internationales, honnêtement, ça fait peur. Les gars, franchement, à aucun moment on pouvait envisager le scénario de les Américains vont être propriétaires de Gaza. À aucun moment c'était envisageable. C'est vraiment une folie. Vraiment, c'est abusé, genre. Ouais, le président égyptien, il a refusé l'invitation par rapport à ses déclarations, les mecs. Par rapport à ça, hein. Et le tout, alors, avec les détails qui viennent au fur et à mesure, sans mettre un soldat là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les Israéliens qui vont faire le sale boulot, les Américains récolter la propriété, on ne sait pas très bien si ce sera une propriété personnelle ou nationale, enfin, tout ça est fou.
C'est fou, À un ça. moment donné, cette transgression politique, elle se heurte à une réalité. Et la réalité, elle est extrêmement simple. C'est que vous pouvez tordre les choses comme vous voulez. L'Égypte dit non, dans l'accueil Jordanie des Palestiniens, aussi, parce que c'est 2 millions et plus de Palestiniens, il faut bien les mettre quelque part. La Jordanie dit non, l'Arabie Saoudite dit non. Donc là, vous avez un mur qui s'impose à vous. On peut toujours considérer, comme le fait benoîtement Benjamin Netanyahou, c'est que Donald Trump a des arguments pour convaincre et qu'Israël fera tout pour que ça devienne une réalité. Parfaitement, parfait. Donc cette transgression politique s'accompagne d'une autre transgression. dont il faut avoir conscience, c'est un point de vulnérabilité de nos systèmes. C'est qu'à la transgression politique s'ajoute une transgression médiatique. Et c'est quoi ce virus conjoint politique, médiatique? C'est l'idée de spectacle. Quand vous faites le spectacle comme homme politique, non seulement vous échappez au jugement, mais vous êtes omniprésent et vous effacez tout le reste. Vous prenez sujets. c'est un one-man show mondial que fait Donald Trump tous les jours. Plus personne n'existe. Aucun président, aucune autorité, aucune institution internationale. Il a effacé. C'est un solo absolu. En plus, c'est un petit malin, Donald Trump, parce que par exemple, le Canada, vous savez que c'est pas un petit pays, le Canada quand même, c'est un pays qui pèse même dans le monde. Genre, le fait qu'il y a une... En ce moment, le Canada, je sais pas s'il y a des Canadiens sur mon stream, des Québécois, peu importe, mais vous savez que la situation, elle est assez instable. Justin, je sais pas comment on prononce. Vas-y, Justin Trudeau, on va le dire à la canadienne. Justin Trudeau a déposé son mandat. Il se casse. Il y aura de nouvelles élections en Allemagne. Il y aura des nouvelles élections, au Canada. Trump, il en profite en mode, les Canadiens, venez, on va vous annexer, venez devenir un nouvel État des États-Unis, on va être une grande Amérique, etc. Les Canadiens, ils sont en mode, mais frérot, ok, notre pays est instable, ok, Trudeau, il se casse, mais va te faire enculer, on veut rester Canadien. On veut rester Canadien quand même. Trump, c'est un fou quand même, hein, vraiment, c'est un fou. Il y avait aussi un autre truc. Il a mis un coup de pression au président colombien, il avait augmenté les droits de douane. Le président colombien a répondu aussi par une augmentation de droits de douane, mais il s'est rétracté parce qu'il a vu que les Américains sont beaucoup trop puissants pour lui. Le petit pays de la Colombie. Merci, il y a des belles femmes avec des grosses fesses, mais les grosses fesses, ça va pas suffire, mon gars. Ça va pas suffire. Non, Trump, c'est un malade. Il a raison sur le constat, Dominique de Villepin. C'est un one-man show permanent, ce mec. On a l'impression, je vous jure, les mecs, sur des gros pays comme la Chine et même Poutine, excusez-moi, mais Trump prend tout l'espace. On est vraiment entré dans l'arc Trump, les mecs. Je sais pas ça va durer combien de temps, si ça va durer jusqu'à la fin de son mandat, mais on est vraiment dans l'arc Trump, littéralement, genre. C'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Aussi une dimension on parle souvent de la fenêtre d'Overton, mais il y a cette dimension de dire potentiellement, je vais demander ça ou je vais évoquer ça, quitte à obtenir autre chose ensuite, parce que mon deuxième discours paraîtra comme plus modéré ou plus acceptable aux yeux de certains. Mais c'est là où il faut comprendre que nous avons dans la main un héritage extraordinairement précieux, que nous tenons des générations avant nous. Ce sont nos principes et nos valeurs républicaines. Nous savons tout de suite, quand Donald Trump dit quelque chose, soit que c'est absurde, soit que c'est inacceptable. On n'a pas besoin de réfléchir 10 ans. Et nous savons aujourd'hui, extrêmement clairement, d'ores et déjà, tous les Européens, la Commission, le Parlement, le Conseil européen, tous les États savent qu'il est temps de mettre un holà. Et ça veut dire quoi? Nous devons, en tant qu'Européens, et les peuples ont leur rôle à jouer, considérer aujourd'hui que nous sommes dans un état d'urgence absolu. Et un état d'urgence pour se mobiliser, pour se donner les moyens, les outils de la puissance face à la puissance américaine qui n'hésitera pas à nous laminer, les outils de la démocratie, parce qu'il faut effectivement faire vivre cette démocratie et arrêter cette spirale toujours au mieux-disant. Il y a toujours quelqu'un aujourd'hui en France ou en Europe pour annoncer une mesure encore plus farfelue dont on imagine qu'elle va tout régler. Vous savez, la logique de l'interrupteur technologique, elle existe aujourd'hui en matière politique. Tout le monde a compris qu'il fallait toujours surenchérir, toujours une mesure un peu... Dominique de Villepin va tellement se présenter en 2027 d'Ofla. Putain, les gars. Je trouve ça triste quand même. Je pense tellement pas qu'il va se représenter. Pourquoi vous y croyez, le chat? Pitié. Plus forte, parce que c'est un produit d'appel, c'est une promesse. La démocratie ne fonctionne plus selon la réalité, mais selon la promesse. Et la promesse, totalement impossible, puisqu'elle est fondée sur l'idée qu'on s'identifie comme quelqu'un de plus dur que l'autre. Et quand vous êtes avec un peuple, face à un peuple qui est en colère, qui est frustré et qui a peur, eh bien ça... Non, les gars, mais ça n'a rien à voir. Tu n'aimes pas Dominique de Villepin. Les gars, c'est pas que je l'apprécie ou pas. Je dis simplement qu'il a ce costume de commentateur politique et géopolitique. Le costume, il est tellement intéressant. Et en plus, le mec, il a des liens avec le Qatar et tout.
à quel moment il a envie de participer à la vie politique française de manière active, au point de créer un parti politique, de récolter des signatures, de recruter des militants, de recruter des colistiers. Il veut pas se mélanger à tout ça, les gars. Arrêtez de vous faire des films, les gars, par pitié, genre. Par pitié, les mecs, pitié. Rentrez pas dans ça, le chat, s'il vous plaît. En plus, ça me fait un peu chier que ce soit des viewers à moi, de longue date, des anciens. Les gars, vous savez très bien qu'on commande du Dominique de Villepin presque au moins une fois tous les 2 semaines. Soyons pas stupides, les mecs. Ce mec-là va jamais se présenter en 2027. Vas-y, à la limite, il y a 10% de chances qu'il participe. 10% de chance. Il y a plus de chances que Cyril Hanouna participe à 2027 que Dominique de Villepin. Vraiment. Il y a plus de chances, les gars. Il y a plus de chances. Mais c'est tellement plausible. Mais pourquoi c'est plausible? Ce mec-là a quitté la vie politique depuis des années, depuis des décennies. Depuis Chirac, ce mec-là est parti. Non, pas Chirac, je crois que sous Sarkozy, il était encore là. Attends, c'était quand le dernier mandat de Dominique de Villepin, vite fait? Son dernier mandat... En plus, le mec, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2012, mais il s'est retiré faute d'un nombre suffisant de parrainages. En 2012. Et vous pensez qu'en 2025, il va avoir le nombre suffisant de parrainages? Même des mecs comme Valérie... Des mecs... Comme Jean Lassalle, pardon. Jean Lassalle a eu des parrainages, mais pas Dominique de Villepin. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, le chat? Mais vous croyez que ce mec-là, il va être là en 2027? Oh, les gars, par pitié, le chat. S'il vous plaît, soyons pas débiles. Marche. Et c'est là où la démocratie française, il faut la faire. Mais dans le cas d'une déclaration comme celle-ci, parce que j'entends le risque, ce qui se joue d'un point de vue médiatique, je suis confronté moi-même à cette interrogation, à la meilleure façon de traiter ces sujets au quotidien, mais d'un point de vue d'un responsable politique, d'un chef d'État, d'un président français, par exemple, aujourd'hui. Tu t'es trompé plein de fois, Dofla. Alors, la seule fois où je m'étais trompé, c'est quand j'avais dit que Kamala Harris sera présidente. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. C'était ma seule erreur. Peut-être que je vais me tromper pour Dominique de Villepin, mais moi, j'y crois pas du tout, les mecs. Hein. J'y crois pas. Après une déclaration comme celle de Donald Trump sur Gaza, est-ce que le président de la République a raison d'avoir une réaction, disons, modérée, de ne pas surréagir justement au moindre propos, à la moindre sortie du président américain, ou est-ce qu'au contraire, il y a un enjeu à répondre et à ne pas laisser passer certaines choses? Mais comment est-ce qu'en tant que responsable politique, on réagit à ça sur le moment? Je ne sais pas si vous avez des enfants, vous en aurez, et la même règle s'applique avec les enfants que dans la vie. Attends, il a dit quoi? Attends, il a dit un truc sur les enfants, non? Comment est-ce qu'en tant que responsable politique, on réagit à ça sur le moment? Je ne sais pas si vous avez des enfants. Ah, j'ai cru qu'il allait dire, je sais pas si vous aurez des enfants. Mais comme les n'aiment pas les raies, donc ça marche pas. On aurait, et la même règle s'applique avec les enfants que dans la vie, au département de la justice, au département de la sécurité ou en matière internationale. Aucune infraction, aucun dérapage ne doit rester sans rappel. Jamais. Même quand on dresse un chien, il doit comprendre que quand il fait une bêtise, il pisse dans le salon, ça ne doit pas se passer comme s'il ne l'avait pas fait. Bon. Eh bien, avec Donald Trump, c'est exactement pareil. Il doit savoir, quand il dit une bêtise, que ce n'est pas sans conséquence. Et on l'a fait année après année avec M. Kim Jong-un. On l'a fait avec M. Poutine, où on essaye de le faire de notre mieux. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec Donald Trump? Je vous prends un exemple. Je ne dis pas que je suis lassé de le répéter, mais ce sont des évidences aujourd'hui. Tout le monde le sait, et pourtant, on fait comme si on ne le savait pas. À Gaza, Benjamin Netanyahou, le gouvernement israélien, est intervenu. Nous avons une situation aujourd'hui que nous pouvons évaluer à plusieurs dizaines de milliers de morts, plus de 40 000, 50 000, un véritable drame. Et nous avons vu, avec les libérations d'otages, et je souhaite une chose, c'est que ces libérations puissent être poursuivies jusqu'à la fin, que les déclarations de Donald Trump ne mettront pas en péril les 2 étapes de libération d'otages. Nous savons que la politique qui a été menée n'a pas donné les résultats escomptés. Je l'ai dit depuis le 7 octobre. C'est-à-dire, l'usage de la force ne permettra pas d'éradiquer seul le terrorisme du Hamas. Bon. Nous nous retrouvons dans une situation où... et c'est très choquant, très douloureux. Nous voyons le Hamas parader à chaque libération avec des habits rutilant neufs, de jeunes recrues en voiture, en voilà. Et donc, très naturellement, on entend M. Benjamin Netanyahou nous dire
Mais peut-être que ce processus n'ira pas jusqu'à son terme, mais en tout état de cause, Israël se réserve le droit et l'utilisera de repartir au combat pour éradiquer le Hamas. Mais ce qui n'a pas marché la première fois, je rappelle, nous sommes à la énième guerre à Gaza, ne marchera pas plus la fois nouvelle. Pourquoi ? Parce que nous savons tous que tant qu'il n'y a pas une solution politique, il ne peut pas y avoir de solution sécuritaire. Donc la logique sécuritaire, elle ne peut pas régler le problème de Gaza. Et donc une nouvelle intervention militaire nous remet dans la même situation. Et c'est là où la démocratie, celle des adultes, celle de ceux qui jugent en conscience, elle doit nous donner le temps d'avance de ne pas refaire toujours la même chose. Et donc nous sommes fondés, et le président de la République française le serait aussi, de dire, et j'ai entendu Jacques Chirac le dire à George W. Bush dans son bureau, puisque George W. Bush disait à Jacques Chirac, « Ah, vous, Jacques Chirac, qui connaissez bien le Moyen-Orient, dites-moi si le Liban, les Palestiniens... » Et Jacques Chirac expliquait pédagogiquement à George Bush. Et là, c'est pareil. Il faut, sans se lasser, expliquer à Donald Trump que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il faut enrôler tous ceux qui sont de notre avis. Mais je suis à moitié d'accord avec lui, tu vois. Mais le problème, c'est, tu vois, encore une fois, il y a encore cet impérialisme en lui. Il veut placer la France au centre du jeu géopolitique mondial. Il pense que Macron ou son ambassadeur aux États-Unis ou je ne sais pas quoi pourrait dissuader Donald Trump de faire une dinguerie au Moyen-Orient. Mais on n'a plus de voix, mec, on n'a plus d'écho. Moi, je suis désolé, Dominique de Villepin, je vous apprécie, monsieur, mais on n'a plus d'écho. On n'est plus écouté. Il veut pas comprendre. Et Chirac n'est pas Macron non plus. Voilà, exactement, genre. Il veut pas comprendre ça. Moi, je veux bien qu'on aide les Palestiniens, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien qu'on contre Donald Trump. Mais ni l'Allemagne, qui pèse énormément, ni von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, pourrait faire changer d'avis Donald Trump. Faut arrêter. Faut arrêter. Tous ceux qui ouvrent les yeux, à la fois dans la région, pour construire une alternative à cela. Et le cas échéant, il faut être capable de donner l'exemple, et c'est pour ça que je pense... Ah bah, j'ai compris, il a pas dit ça de Non mais j'ai compris les gars, j'ai compris ce qu'il a dit au début, parce que, du début à la fin, il avait parlé de si on a mis une pression sur Kim Jong-un, si on a mis une pression sur Poutine, on peut très bien faire aussi pression sur Donald Trump, et il a pris l'exemple ensuite du Moyen-Orient. J'ai compris ce qu'il a dit, s'il vous plaît les gars. Que la création, la reconnaissance par la France et par l'Europe d'un État palestinien, c'est un moyen d'obliger tout le monde à ouvrir les yeux, puisqu'on voit bien que la grande bataille, la course qui est désormais ouverte. C'est juste de l'influence après tout. Ouais, mais le problème, c'est qu'on l'a perdu cette influence, les mecs. On s'est fait jeter d'Afrique. On a perdu les négociations aussi avec l'Ukraine. Je crois qu'on sera même pas à la table des négociations. On a perdu toute influence, les mecs. Et vous croyez que Trump il va écouter la France? Quand tu vois que les Africains ont jeté les Français, les soldats français, etc., la diplomatie française a quitté l'Afrique, vous croyez que Trump il va dire t'inquiète Macron, viens là mon gars, viens, t'inquiète. T'as peut-être perdu ton influence en Afrique, mais vas-y, je te fais confiance, dis-moi un peu. Vas-y, discutons. Qu'est-ce que tu veux? Arrêtez les gars, arrêtez. Bah oui, mais c'est à nous de la retrouver. Mais on va pas la retrouver maintenant, les mecs. On pourra retrouver notre grandeur en termes d'influence uniquement après 2027. Maintenant, tout de suite, c'est pas possible. Pas avec Macron, le chat. Ce sera fait après Macron. Et encore, je sais même pas. Vas-y, je vais pas donner du gaz au RN. Mais supposons, parce qu'il part favori, supposons que Marine Le Pen sera présidente de la République française. Évidemment qu'elle fera mieux que Macron en termes de diplomatie. Parce que Macron, il est au niveau 0, frère. On peut pas faire pire que Macron, les amis. On ne peut pas faire pire que Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il reste Mélenchon, Marine Le Pen, Bardella pourrait peut-être faire mieux que Macron, Bruno Retailleau pourrait peut-être faire mieux, même Valérie Pécresse pourrait peut-être faire mieux, même Raquel Garrido. C'est pas compliqué de faire mieux que Macron, ma gueule. C'est pas compliqué. On s'est fait jeter de l'Afrique. C'est peut-être une bonne chose, mais en termes de diplomatie, en termes de communication au niveau mondial, on s'est fait jeter de l'Afrique. Par pitié, wesh. Tu surestimes la politique d'Ofla. Comment ça? Bah argumentez les gars, si vous mettez une phrase comme ça, au moins argumentez. Me dites pas ça comme ça et ensuite vous partez manger votre œuf au plat. Argumente. On s'est fait jeter à cause de la Russie et Wagner. Ouais, mais on s'est fait jeter aussi parce qu'on a perdu de l'influence en Afrique, c'est tout, c'est comme ça les mecs. Hein. Faut dire la vérité les mecs, on a perdu notre influence sur l'Afrique. Voilà. Si, et tu vas rien faire. Bah, je vais juste te ban, en fait. Voilà, je vais te ban, enculé. Hop. Hop là. Voilà. J'ai du pouvoir. Je suis Donald Trump.
Est-ce que t'aurais préféré qu'on reste de force sur un territoire qui ne nous appartienne pas, Dofla? C'est grave ce que tu dis, je trouve, sur ça. Hein? Mais j'ai dit quoi? Mais j'ai rien dit! What? Mais j'ai rien dit! J'ai pas dit qu'il faut rester sur le territoire, j'ai dit, déjà je suis du côté de Mélenchon. Le mec il a dit qu'on peut partir de l'Afrique, mais on peut toujours garder un lien commercial, un lien diplomatique avec les Africains. J'ai jamais dit qu'il faut maintenir les soldats en Afrique. J'ai jamais dit ça moi. J'ai dit simplement qu'il faut repenser notre manière de communiquer avec les Africains, de commercer avec eux. Il a mal compris lui. On parle pas de colonisation là, j'ai jamais dit ça hein. T'as dit qu'on s'est fait têche de l'Afrique comme si c'était honteux Dofla. Mais je viens de t'expliquer qu'on s'est fait têche de l'Afrique, tant mieux pour les Africains qui veulent garder leur souveraineté. J'ai commencé par ça, wesh. Mais vous comprenez mal ce que je dis, hein. En plus, c'est pas la première fois que je parle des relations France-Afrique, c'est pas la première fois, et ce sera ni la dernière. Je vous le redis, les mecs, il faut repenser notre manière de communiquer avec l'Afrique. Surtout l'Afrique de l'Ouest, hein, surtout l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai compris la même chose en mode on a été viré de l'Afrique, la honte, on est une risée. Après, les mecs, on a été têche de l'Afrique. Oui, militairement parlant, mais on a été aussi jeté dans le jeu diplomatique, genre. Est-ce qu'on est encore un canal de discussion avec les Africains? Je ne crois pas, les mecs, hein. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Est-ce que un président africain aimerait discuter avec la France? Je pense pas. Je sais qu'on a une dette coloniale envers l'Afrique, nous Français, mais c'est là où, par exemple, si Mélenchon était président de la République française, il aurait compris qu'on a une dette coloniale envers l'Afrique, mais aussi il aurait cherché des solutions diplomatiques avec l'Afrique, des solutions commerciales avec l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Macron, c'est le niveau zéro, les mecs. Macron, c'est le niveau zéro. Et c'est pour ça que je parle de têche de l'Afrique, mais c'est une image, entre guillemets, c'est une image. Au Proche-Orient, c'est comment Israël, comment Benjamin Netanyahou pourra éviter de créer cet État palestinien, quitte à jouer la carte de l'absurde, c'est-à-dire de la Riviera à Gaza. Donc on voit votre point de vue sur la façon... Est-ce que tu peux développer dette coloniale, s'il te plaît? Oula! C'est quoi cette phrase-là? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Mon gars, on a dominé l'Afrique, on a pillé l'Afrique, on a tué des Africains, on les a transformés en esclaves, etc. Genre, c'est dire quoi? Est-ce que tu peux développer cette dette coloniale? Ça veut dire quoi, ça? Oui, dette morale, on peut dire ça, dette morale, oui. Mais ça veut dire quoi? L'expliquer? Bah moi, je pense que il faut qu'on aide l'Afrique à se développer. Je pense qu'il faut vraiment les aider parce que justement, on a trop fait des dingueries envers l'Afrique. Il faut les aider à tous les niveaux possibles. À tous les niveaux, genre. Même en termes d'éducation, les mecs, hein. Même en termes d'éducation, avec l'aide d'État au développement éducatif, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais actuellement, à ce stade, le stade, là, maintenant, aujourd'hui, mais l'Afrique va jamais demander de l'aide aux Français, les mecs, hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je pense que les Africains, s'ils veulent de l'aide, là je parle de l'Afrique de l'Ouest, hein, je prends cet exemple-là, je pense que l'Afrique de l'Ouest va plus se tourner vers la Russie ou la Chine parce que la Chine aussi est très bien implantée en Afrique, les gars. Il y a beaucoup de Chinois en Afrique. Je pense qu'ils vont se tourner vers eux en priorité. Eh oui. Eh oui, les gars. Eh oui, ils veulent plus de notre aide maintenant. C'est pour ça qu'il faut changer de logiciel par rapport à ça. Le franc CFA, c'est la plus grande arnaque. J'ai vu un reportage sur ça, mais j'ai pas assez de bagages pour vous expliquer un peu le délire colonial avec le franc CFA. Déjà, ça s'appelle franc CFA. C'est dinguerie quand même. Mais j'ai vu un reportage sur ça, mais j'ai pas assez de connaissances sur cette monnaie. La Russie commence à être cramée. Cramée dans quel sens, LMT? Négativement parlant, tu veux dire? En mode, les Africains ne veulent pas de Wagner ou de la Russie, un truc comme ça? Sauf que Dofla, pour que le capitalisme marche, il faut des dominés, donc ils ne voudront jamais développer l'Afrique. Ouais. Ah les gars, ça c'est le propre du le capitalisme. Les dominants et les dominés, hein. Ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai, hein. C'est bien vrai, mon gars, hein. Négativement, ah ouais, les Russes aussi se font têche d'Afrique. Ok. Putain.
de répondre à Trump. Sur la question du Moyen-Orient, on l'a vu, il y a des questions importantes qui se jouent ici. J'ai revu forcément en préparant cette interview votre intervention en 2003 à l'Organisation des Nations Unies au sujet de l'intervention potentielle en Irak. Vous aviez dit « L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide, mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix ». Est-ce que cette phrase vous semble d'actualité sur cette situation actuellement au Moyen-Orient? Alors, elle est doublement d'actualité. D'abord parce que on est reparti pour refaire la guerre. C'est-à-dire que la saison 1 Gaza laisse présager, quand on écoute Donald Trump et Benjamin Netanyahou, une saison 2. Puisque ça n'a pas marché, ben pourquoi pas recommencer? Oui, le Hamas n'a pas été éradiqué comme le il avait été Hamas n'ayant annoncé. pas été éradiqué, pourquoi ne pas recommencer? Bon. La paix, construire la paix, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Et c'est la fameuse question du jour d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bombardé, une fois qu'il n'y a plus rien, eh ben, il faut bien à un moment donné se poser la question de comment reconstruire. À commencer, comment reconstruire politiquement? Quel est l'organe, quelle est l'autorité qui va pouvoir... Je vais mettre le replay sur YouTube, les mecs, pour ceux qui sont absents, vous inquiétez pas. Bon, l'interview est super long. Je vais aussi je pense que je vais le poster en 2 parties, parce que comme j'apporte aussi des éléments, mes propres commentaires à la vidéo, ça ajoute du jus, quoi. Et d'ailleurs, vous apportez ce jus à ce jus. Vous dites beaucoup de choses intéressantes, le chat. Hein. D'ailleurs, non, franchement, vous m'apportez beaucoup de choses. Hein. Vous m'apportez beaucoup d'informations où je n'étais pas au courant. Et franchement, merci à vous de participer à ça, les gars. Merci. Permettre de réguler. Vous gérez, Alors là, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Il y a l'idée de donner à l'autorité palestinienne la possibilité de reprendre Gaza. Et vous savez que depuis 2005-2007, cette option a été écartée par la victoire politique du Hamas aux élections de 2007. Il y a une deuxième option qui est celle d'une autorité internationale, l'ONU, avec une force d'interposition qui serait principalement une force d'interposition de la région. On les amènerait à prendre leurs responsabilités. Ça fait un certain sens. Et est-ce qu'on peut y croire à cette seconde option? Alors la première option, on voit qu'elle est aussi contestée, mais sur la seconde option, sur l'Organisation des Nations Unies, il y a eu un certain nombre de résolutions adoptées sur Gaza, sur Israël, sur la situation au Liban aussi, des résolutions qui ne sont pas contraignantes, qui sont souvent perçues comme avant tout symboliques. Est-ce que l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui dispose réellement de moyens pour peser dans une situation comme celle-ci? Très bonne question, qui nous ramène à l'expérience historique. Il y a plein de raisons de ne pas y croire. Je ne suis pas plus naïf qu'un autre. Je vois bien qu'aujourd'hui, et je me mets à leur place, après le 7 octobre, l'opinion israélienne, le peuple israélien a subi un tel traumatisme qu'il se dit comment est-ce qu'on pourrait vivre, se réveiller ou s'endormir le soir avec à côté des Palestiniens qui à tout moment sont susceptibles de rentrer et de reprovoquer un 7 octobre. On voit bien comment la même méfiance existe du côté d'un certain nombre de pays de la communauté internationale, pays arabes et autres. Mais l'histoire, elle est faite justement de volonté. C'est l'impossible qui se produit régulièrement sur la scène mondiale. Vous croyez que, quand j'ai posé la question à mes arrière-grands-parents ou mes grands-parents, de l'idée qu'un jour nous puissions vivre en paix avec l'Allemagne, vous croyez, eux qui avaient connu toutes les guerres successives, 70, 14, 40, vous croyez qu'ils n'étaient pas sceptiques? Et c'est là où construire la paix, c'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel et qu'on constate à un moment donné. Je vois bien toutes les raisons qui font que c'est difficile. Mais je ne vois pas d'autre raison d'espérer que de construire la paix. Et c'est ça la tâche d'une génération. Une génération politique, elle est faite pour relever des défis. Les gars, j'ai une question. Là, c'est un peu de la méconnaissance de ma part, excusez-moi. Mais quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que les États-Unis ont été touchés dans leur pays, dans leurs frontières? Genre les théâtres d'opération, est-ce que... Parce que je sais qu'il y avait Pearl Harbor, il y avait des histoires, etc. avec les bateaux militaires américains. Mais est-ce qu'ils ont été à Hawaï, uniquement Hawaï? Non, parce que Pearl Harbor, c'est sur le bateau, genre. C'est le bateau, non, Pearl Harbor? J'ai pas envie de dire de la merde. Pearl Harbor. C'est bien ça, hein? C'est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises sur la base navale. Oui, la base navale, pardon. Sur la base navale. Mais est-ce que... Ah, c'était une plateforme. Pardon, une plateforme, les mecs, une plateforme. Mais ça a été touché dans le Pacifique. Parce que je crois que c'est dans l'océan Pacifique. Mais du coup, au cœur des États-Unis, les États-Unis n'ont jamais été touchés en leur sein. Comptez pas Hawaï, les mecs, c'est bon. Hein. Hawaï, ils sont bien mignons, mais c'est bon. Laissez Hawaï de côté. En Alaska? Ah ouais? Alaska, Seconde Guerre mondiale. Pour de vrai? La campagne des îles Aléoutiennes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Les troupes américaines ravitaillant Attu. Ah ouais, Alaska. Ah ouais!
Belligérant États-Unis-Canada versus l'Empire du Japon. Commandant Tomasi Kincaid versus Boshiro Osogaya. L'autre, il s'appelle Sasuke Kakuta. J'ai inventé, hein, je rigole. Il s'appelle pas Sasuke. Hein. Ouais, mais putain, les gars, je vous parle de est-ce que New York a été touché? Les États-Unis, ok, ça appartient aux États-Unis, mais regarde les mecs, c'était ici. Pour moi, ok, c'est les États-Unis, mais regardez, la guerre, elle était où? La guerre, elle était là, frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les mecs? Ok. Eh, c'est ouf. Moi, je me demande si dans l'histoire moderne, est-ce que dans l'histoire de l'humanité, un jour, il y aura une guerre aux États-Unis, genre à l'intérieur même des États-Unis. Et les gars, je parle pas de guerre civile, hein. Je parle pas de guerre civile, je parle vraiment d'une guerre pays versus pays, ou alliance versus alliance, où le théâtre d'opération, c'est aux États-Unis même, genre. Je pense que ça va jamais arriver, les mecs, hein. De notre existence, de notre vivant, je pense que ça va jamais arriver. C'est impossible. Impossible. Ils ont trop d'avance, exactement, ils ont trop d'avance, les Américains, genre. Ça a failli avec la crise de Cuba. C'est vrai qu'avec la crise de Cuba, guerre froide, etc., on était à 2 doigts d'une guerre nucléaire entre 2 pays quand même. C'est vrai. T'oublies le Capitole. Alors les gars, en dehors, là je vous parle pas d'attaque terroriste, je vous parle pas de guerre civile non plus, je parle vraiment de guerre conventionnelle qu'on connaît comme à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et je parle pas des guerres des années 70, je m'en fous. Je parle de là maintenant. Je parle de là, tout de suite les gars, tout de suite. Parlez pas de Capitole. Aucune alors. Ok. Il y aura bien l'envoyé spécial ce soir les mecs. Hein. C'est juste que c'est une grosse soirée de stream. Excusez-moi les gars. Excusez-moi. Je suis happé par le reportage. Je suis happé par ce que vous dites. Là je suis bien les mecs. Eh, j'aime trop le stream la chienneté. J'aime trop. Là je suis bien. Arrêtez les gars. Il y aura le envoyé spécial. Vous inquiétez pas. Et les défis de l'impossible. Le défi climatique. Bien. Honnêtement, vous regardez autour de vous, vous voyez bien que tout le monde a envie de continuer à utiliser les automobiles, les énergies fossiles, forêt, dit l'ami Trump. Tout ça paraît dingue. On n'a à peu près aucune chance d'y arriver. Mais notre honneur, notre responsabilité, c'est de mener le combat. Et donc, non seulement c'est notre devoir, C'est vraiment sur la mais en plus il y a change. quelque chose qui fait que nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix de désespérer. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'ordre international qui ne puisse être fondé sur l'idée de justice. L'ordre de 1945, quand au lendemain du désastre de 1945, la communauté internationale a ouvert les yeux et regardé devant. Elle s'est dit, on va doter le monde d'institutions. On a essayé de construire une gouvernance. Ça a été le système des Nations Unies et le système de Bretton Woods. Quand après 91, quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin et de l'Union soviétique, on s'est posé la question, sur quelle base reconstruire? On n'a pas forcément pris le meilleur chemin. Mais aujourd'hui, tout ça s'effondre. Et donc aujourd'hui, il faut refonder. Moi, je fais partie de ceux qui croient que les crises sont autant de devoirs et d'opportunités de reconstruire le monde sur de meilleures bases. Or, le Proche-Orient, il faut le reconstruire sur la base de la justice. Je vois bien la quantité de bricoleurs, la quantité de petits génies comme M. Trump qui tout à coup a l'idée, lui, de faire une Riviera, pourquoi pas un casino à côté, etc. Tout ça est absurde. La justice, c'est pas un sentiment, c'est pas une idée qui se bricole, c'est une idée dont on paye le prix. Eh bien, la justice, c'est ce que nous devons aux Palestiniens, c'est la considération et la reconnaissance que nous devons aujourd'hui au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est tiré par le fond, quelles que soient ses richesses, et en dépit de ses divisions, tiré par le fond, et la seule façon de redonner un avenir à cette région, et un avenir à beaucoup de populations et de pays du Sud global, c'est de recroire à nouveau en la parole de l'Occident. Le plus grand défi que nous avons à relever aujourd'hui, c'est ce divorce entre les pays de l'Occident, à commencer par les États-Unis, et les pays du Sud global. Et pour recréer une unité... Quand tu parles de cette étape, t'es obligé de rajouter des grands mots comme désastre, horrible, etc. Après, c'est fiable, je suis désolé, mon gars. Là, on parle d'Israéliens qui ont été massacrés par centaines, gros. Hein. C'est une dinguerie, cette histoire. Hein. Ils ont rien demandé, hein. T'as des Israéliens qui étaient vraiment innocents dans l'histoire. Ils se sont levés le matin, ils se sont fait mitrailler. Des enfants aussi qui ont trouvé la mort. On peut ne pas être en adéquation avec la politique de Netanyahou, mais trouver la mort comme ça, aussi brutalement, c'est une dinguerie, gros. Comment tu pourrais le décrire, gros? Un massacre de civils aussi impressionnant. Il y a beaucoup de mensonges autour du 7 octobre d'Ofla. Oui, les gars, j'ai pas envie de faire des bails de complotisme, etc. Là, on parle des mots, rien que des mots. Et les mots sont aussi puissants que quand on a été touché le 13 novembre. Genre, c'est
C'est une dinguerie ce qui s'est aussi passé en France. Je vais pas faire une comparaison non plus, mais quand tu vois un nombre de civils massacrés par centaines, c'est impressionnant quand même. Excusez-moi. Hein. Il nous faut construire un ordre fondé sur la justice. Mais c'est vrai que vous avez parlé de ce traumatisme. Alors, traumatisme en Israël depuis le 7 octobre, avec évidemment le bilan humain et le traumatisme au sein de la population. Traumatisme aussi, évidemment, à Gaza, avec ce bilan humain qui est immense, la situation humanitaire encore en ce moment, les destructions, y compris de bâtiments, qui sont absolument massifs, et les chiffres le montrent. Ah, vous êtes gêné par les superlatifs, genre? Vous le faites pas sur d'autres événements, ça montre juste la puissance des médias. Dès que tu dis 7 octobre, tu dois rajouter un mot genre horrible massacre. Ah, c'est le plus gros pogrom de l'histoire. Je vois ce que vous voulez dire, les gars. Je vois ce que vous voulez dire. J'ai capté. J'ai compris, Séfiane. Après coup, j'ai compris. Ok. Ça vous dérange. Ok, je comprends. On voit quand même que c'est un enjeu qui est inédit et j'entends qu'il y a la solution de l'ONU, par exemple, qui se présente notamment. On sait aussi, du coup, c'est limite. Créer un contraste. La question qui revient à nouveau, c'est tout de même la question du poids de la France dans des discussions comme celle-ci. La France, visiblement, n'était pas vraiment dans les discussions pour le cessez-le-feu ces dernières semaines. C'était surtout les États-Unis, c'était le Qatar aussi. Est-ce que la France a réellement un rôle à jouer? Il y a cette position historique sur la solution à deux États qui est toujours présente, mais sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que réellement on a un rôle à jouer? Alors, vous avez raison. Personne ne nous attend. Et il y a plutôt le sentiment que nous n'avons pas forcément été là, au rendez-vous, dans un certain nombre de crises. Et donc, oui, il y a le sentiment d'une frustration, d'une absence, d'une voix de la France qui n'est pas suffisamment affirmée ou qui a eu tendance parfois à osciller. Bon, oublions tout ça. La réalité, c'est que, on le voit bien aujourd'hui, si la France ne parle pas, qui parle? Ouais. Qui parle? L'Allemagne, Seulement les États-Unis aujourd'hui. Non, mais ça, d'accord. Mais face aux États-Unis, face aux crises, si la France ne parle pas, qui parle? Et c'est donc la réponse qu'immanquablement je vous fais. C'est notre devoir. C'est pas quelque chose de négociable. Il n'y a pas à hésiter. C'est la mission qui est celle de la France. Depuis toujours, le général de Gaulle avait fondé la diplomatie française quand il est revenu aux affaires en 1958 sur un triptyque. L'indépendance, parce que pour avoir une voix, encore faut-il que cette voix vous appartienne et appartienne à vous seul. L'idée d'un équilibre à partir du moment... Vous voyez les gars, on a encore un De Villepin qui se refuse, il refuse l'idée que la France soit à l'arrière du décor, genre. Il veut être au centre du théâtre, au centre de la scène, un rôle important, soit de protagoniste, soit de... Comment on appelle ça? Le fait d'être second antagoniste. Attends, second antagoniste, comment on appelle ça? C'est un mot. Second antagoniste. Antagoniste. Je crois que c'est le deutagonisme, un truc comme ça. Comment on appelle ça, wesh? C'est un mot spécial, putain. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Le deutéragonisme. Deutéragonisme. Ah, c'est ça, le deutéragoniste. Eh, je suis fort, hein? Eh, je suis fort, mon gars. Moi, je suis une tête, je suis une terreur, gros. Eh, je suis une terreur, mon gars. Voilà, on retrouve encore une fois un De Villepin qui refuse d'avoir une France un peu à l'arrière du jeu politique mondial. Eh oui. Il veut qu'ils soient en avant, soit pour le premier rôle, soit pour le deuxième rôle. On se formait des blocs. Eh bien, nous ne sommes prisonniers d'aucun bloc. Nous oscillons entre l'un et l'autre. C'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui après le non-alignement dans le multi-alignement. C'est que si nous avons des affaires à traiter et à régler, comme le climat par exemple avec la Chine, faisons-le. Si nous avons d'autres affaires à régler avec le Brésil, l'Inde, faisons-le. Le président de la République a évoqué ce partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle avec le Premier ministre, M. Modi. Avançons pragmatiquement dans ce souci d'un équilibre qui contribue positivement à l'évolution du monde. Et puis, troisième élément du triptyque, l'initiative. La France, en 67, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Elle a pris des positions fortes après la guerre de 67. Elle a dit des choses qui étaient difficiles à entendre. Vous voyez, nous sommes les seuls à pouvoir dire des choses qui... La guerre de 67? Attends, il parle de quelle guerre? Guerre de 67, il y a eu quoi? Ah, il parle de la guerre des 6 jours, ok, putain. Peuvent être très dures, très désagréables, très difficiles à dire, Israël, ouais, mais qui sont nécessaires. C'est la condition de la lucidité sur la scène mondiale. Et la lucidité, c'est le point de départ de l'action. Si vous voulez que tout à coup, Donald Trump apparaisse pour ce qu'il est dans les propositions qu'il fait, c'est-à-dire, ça relève de la bouffonnerie, ça n'est à aucun moment sérieux, eh bien, il faut le donner à voir. Et en disant quelque chose de fort par rapport à de telles initiatives qui sont fantasques, qui sont loufoques, qui ne font pas avancer les choses, qui sont une marque de mépris pour un peuple. Vous savez, le peuple palestinien, vous l'avez dit, près de 50 000 morts à Gaza. Et vous allez lui raconter qu'on va construire en bord de mer des bungalows, des hôtels, pourquoi pas des casinos,
Ouvert à qui? Pas aux Palestiniens, ouvert à la clientèle internationale, avec des golfs, etc. Dinguerie, hein. Là où des enfants, des femmes sont morts par milliers. Mais vous êtes Palestiniens, vous êtes Libanais, vous êtes Syriens, vous entendez ça? Mais quelle méconnaissance des cultures, quel non-respect des peuples. Et le monde ne peut pas avancer dans le déni. Il ne peut pas avancer les yeux fermés. Il n'y a aucune solution possible dans de telles logiques. Et c'est là où l'esprit de justice, c'est ce qui permet de rebattre les cartes, de repartir d'un bon pied. Là, à partir de cela, eh bien, tous ensemble, parce que c'est pas un monde contre un autre. La paix, elle ne peut pas se faire tout seul, elle ne s'impose pas plus que dans la démocratie. Les États-Unis, ça fait 25 ans, qui croient qu'ils peuvent imposer des solutions sans demander leur avis à des peuples. Ils ont voulu le faire en Afghanistan, ils ont voulu le faire en Irak, ils ont voulu le faire en Syrie, ils ont voulu le faire dans plein d'endroits du monde. Ça ne marche pas. Bon, il est temps de tirer le bilan. N'importe quel chef d'entreprise en tirerait les conclusions. Et bien la politique, c'est ça qui est fabuleux dans la politique. C'est qu'on peut dire n'importe quoi tout le temps sans que vos peuples ne vous sanctionnent, tout simplement parce que cet engrenage, cette spirale, cette hystérie, eh bien, elle fonctionne parce que c'est un spectacle et que le spectacle, tout le monde est ravi de regarder sur Twitter ou sur autre chose, n'importe quel média, Donald Trump raconter ses fredaines et ses fantaisies. Vous évoquez la question du respect du droit international comme un principe et des éléments importants. Vous évoquez le fait que la France doit porter un certain nombre de valeurs, un certain nombre de sujets, vous l'avez dit. Vous dites aussi qu'il faut composer avec ce pays, on ne doit pas dépendre d'un seul allié ou d'une seule puissance avec lesquelles on serait lié. Et donc le fait de composer avec d'autres pays, de savoir composer avec d'autres pays sur tout un tas de sujets. La question qui revient souvent dans ce cadre-là, c'est quel arbitrage est-ce qu'on fait en tant que chef d'État, en tant que pays? Je vous donne un exemple, la question des droits humains, la question des droits de l'homme, une question évidemment extrêmement importante, et en parallèle, la question économique, la question des liens commerciaux avec un pays. On peut parler des États-Unis, bien entendu, on peut parler du Moyen-Orient, mais on peut parler aussi de la question de la Chine, par exemple. En Chine, évidemment, on a avec la Chine des relations économiques importantes aujourd'hui. Il y a aussi des questions de droits de l'homme qui se posent dans ce pays comme dans bien d'autres. En Chine, ça peut être la question notamment des Ouïghours, mais c'est un sujet parmi plein d'autres sur place. Comment est-ce qu'on compose avec les deux? Est-ce que ça veut dire dans ce cas, en fait, qu'on ne peut pas nouer de relations commerciales ou développer de liens commerciaux tant qu'il n'y a pas ces sujets qui sont réglés? Est-ce que réellement c'est possible? Comment est-ce que vous voyez ces deux questions? Alors, c'est une des questions les plus difficiles en matière de conduite des relations internationales. Il faut évidemment agir et défendre les droits humains concomitamment. Il faut avancer et parler en marchant et agir en marchant. On ne peut pas séparer les deux. Si on pose comme condition le respect des droits humains à un moment historique où ils régressent à peu près partout sur la planète, eh bien, on a assez peu de chances de pouvoir être efficace sur la scène internationale. Donc, être pragmatique. Deuxièmement, ne jamais lâcher les principes. Voyez-vous, quand par exemple, nous avons des grandes institutions internationales, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale. Tu vois, par exemple, sur le cas de... Parce qu'il a parlé de commerce avec des autres pays et tout, je sais que l'Union européenne avait décidé, il y avait un article qui était sorti il n'y a pas longtemps, avait décidé de surtaxer les voitures électriques chinoises. Mais tu vois, on peut prendre des grandes décisions comme ça. Notre marché, il fonctionne plutôt bien. On est autosuffisant, on peut dire ça comme ça, même s'il y a des petits pépins comme le Mercosur, on n'est pas obligé de signer le traité du Mercosur, on n'est pas obligé de traiter avec les Brésiliens qui veulent nous rapporter des steaks avec plein d'hormones dedans. On peut faire des choses, on peut prendre des décisions fortes, les mecs. D'ailleurs, la Chine a porté plainte contre l'Union européenne au tribunal du commerce, je crois, l'OMC, je crois que c'est l'OMC. Donc... on peut prendre des décisions fortes quand même. Il faut juste avoir des couilles, ma gueule, c'est tout. Qui prennent des décisions difficiles. Nous ne pouvons pas tout à coup nous dégager et nous retirer et moyenner de façon à pouvoir défendre nos propres intérêts. Comme on a vu la France essayer de le faire en ce qui concerne la décision de la Cour pénale internationale sur les mandats d'arrêt concernant Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Cela suppose de la constance. Et la France doit défendre en toutes circonstances le droit humanitaire international et le droit international. La question de... D'ailleurs, les gars, hein, Netanyahou, comment il nous pisse dessus. Attendez, je vais vous montrer. En novembre 2024, la France a déclaré que le dirigeant Netanyahou bénéficiait d'une immunité face au mandat d'arrêt. C'est pas une dinguerie. La France signe un traité de tribunal international, je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle exactement, bref, peu importe. Netanyahou pouvait se faire arrêter et on ne le fait pas. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. On n'aurait jamais eu ça sous Mélenchon, par exemple. On n'aurait jamais eu ça. Le pire, les mecs, c'est que Netanyahou nous pisse dessus. Je vous explique un truc.
Il y a eu un cargo, je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière, il y a un cargo avec pas mal d'explosifs qui fait escale en France. À quel moment on accepte ça? Autre chose, Cour pénale internationale, merci Usario, cherchez le mot. Autre chose les mecs, quand Netanyahou était aux États-Unis, il a traversé la France. Il a traversé la France. Il aurait pu se faire arrêter les mecs par l'aviation civile française. Il aurait pu se faire arrêter. Non. Il a fait je sais pas les plans de vol c'était comment, mais il a fait exprès de traverser la France pour dire je vous baise, vous allez pas m'arrêter, je vous baise. Mais rendez-vous compte les gars, rendez-vous compte genre. Les États-Unis, attends c'était qui encore? Je crois que c'était le président colombien. Non c'était Edward Snowden, je sais plus exactement. En gros, les États-Unis avaient forcé la France à arrêter un avion pour vérifier le contenu de l'avion s'il n'y avait pas Edward Snowden. Mais je sais plus si c'était Edward Snowden ou... Attends. Putain, c'était quel pays? Je crois que c'était la Colombie, je sais plus exactement. Merde, je m'en souviens plus. Tu inverses, comment ça j'inverse? J'ai inversé quoi? Ou le Venezuela? Attends. Si je tape les États-Unis... Attends, je vais mettre play et je vais chercher sur Internet. C'était la Bolivie? Attends. La France, ils avaient pris un coup de pression de la part des Américains. Putain, je sais plus c'est quel pays. C'était le Venezuela. Attends. Si je tape Venezuela, États-Unis, France. Avion. Allez, Google. Aide-moi, s'il te plaît, Google. Non, j'ai pas. C'est pas le Venezuela, je crois. Putain. Je cherche. Le droit humanitaire international et le droit international. La question de l'efficacité sur le plan humain, de la promotion de la défense de ces droits, c'est une question difficile. On peut considérer que parfois la discrétion est préférable. Tout simplement parce qu'il y a une logique qui pèse très lourd dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde qui est marqué par le ressentiment entre des États et des peuples, qui est la logique de face. Si vous envoyez à la figure de votre interlocuteur publiquement un certain nombre de choses, tenez, je vous donne la liste des gens qui sont dans votre prison, il faut les sortir immédiatement. Donc vous ne respectez pas vous-même certains principes à côté. Et qu'en plus vous ne les respectez pas, eh bien votre interlocuteur se braque. Donc il y a une règle d'expérience que je pose, il faut être cohérent et il faut être responsable. Ça veut dire qu'il faut donner l'exemple. Une démocratie, si elle ne donne pas l'exemple elle-même, ce qu'on nous renvoyait à la figure un certain nombre de pays autoritaires au moment de la crise des Gilets jaunes, quand vous voyez des jeunes éborgnés sortir des manifestations ou des situations qui apparaissent difficiles... Voilà. J'avais raison, c'était Edward Snowden, j'avais raison. Il y avait un incident diplomatique il y a 12 ans entre les États-Unis et la France avec le président bolivien. À l'époque, c'était Morales. Je ne sais pas si Morales il est encore le président de la Bolivie, mais dans l'appareil présidentiel, à ce qui paraît, il devait y avoir Edward Snowden. Les États-Unis ont demandé à la France de vérifier le contenu, d'inspecter le contenu de l'avion pour voir si Edward Snowden était bien à l'intérieur de l'avion présidentiel bolivien. Je suis une tête quand même, hein. Je suis une tête. Donc ouais, les États-Unis, quand ils veulent mettre un coup de pression, ils mettent un coup de pression, hein. Et en attendant, on a aussi Netanyahou qui traverse la France pour faire escale aux États-Unis. Normal, on l'arrête pas. On a des Macron qui nous dit qu'il bénéficie d'une immunité. C'est n'importe quoi, les mecs, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est abusé. Telle et telle région de France. Et bien les leçons que vous donnez apparaissent comme singulièrement deux poids, deux mesures. Donc le deux poids, deux mesures, il faut l'éviter. C'est n'importe quoi. Et c'est là où je crois qu'il y a la possibilité de réconcilier les deux. Toujours se battre sur les principes. Choisir la façon la plus utile de faire avancer la défense de ces droits humains concrètement. Vous voyez, on a aujourd'hui 3 Français qui sont retenus en otage en Iran. Eh bien, oui, tous les jours, il faut être à la tâche pour essayer de faire progresser la zone. Exactement. Pareil avec l'Algérie pour Boualem Sansal. Ça fait partie des choses, par tous les biais, tous les moyens, de toutes les façons, il faut essayer de faire progresser la volonté qui est la nôtre, de faire avancer ces droits. Donc oui, c'est un combat. Il n'y a pas de solution toute faite. En tout état de cause, la logique de l'escalade ne donne que rarement les résultats espérés. Sur la question de l'Ukraine, je voudrais qu'on en parle quand même rapidement, parce que c'est forcément un point important. Donald Trump, on revient à lui lors de sa campagne, avait promis de régler la guerre en 24 heures. Alors son équipe a admis depuis que ce serait visiblement un petit peu plus long. C'est pas très surprenant. Alors les États-Unis, on en a parlé nous dans nos formats, ont prévu de présenter bientôt un plan qu'ils présentent comme un plan pour la paix. On en revient à la question du rôle de la France et de l'Union européenne dans ce cadre-là. On sait que l'Ukraine dépend massivement de l'aide des pays occidentaux, en premier lieu des États-Unis, d'un point de vue financier et militaire. Est-ce que là aussi la France
Et l'Union européenne peut avoir son mot à dire dans ce cadre-là, lorsque l'on sait que si demain les États-Unis disent « nous, on n'aide plus l'Ukraine, on ne finance plus l'Ukraine », on a du mal à imaginer l'Union européenne pallier, on va dire, ce déficit du côté américain. Oui, et en même temps, on ne peut pas faire sans l'Europe. La question, par exemple, puisqu'il y a deux grandes questions, deux grandes corbeilles de négociation. La première, c'est la question des territoires. La Russie veut 20-22% des territoires, les 4 provinces. Donc cette première question des territoires est le corollaire de la question des territoires, en échange, éventuellement, s'il fallait imaginer que ces territoires puissent, dans le cadre d'un traité de paix, première option, être concédés, quelles seraient les garanties que recevrait l'Ukraine en matière de protection. Alors que nous savons que les États-Unis ne sont pas prêts aujourd'hui, et certains Européens ne sont pas prêts à considérer l'adhésion à l'OTAN. Donc, dans les garanties qui peuvent être apportées, quels sont les États qui sont les mieux placés pour apporter ces garanties? Dès lors que la question de l'intégration à l'OTAN n'est pas sur la table, par définition, c'est une garantie qu'apporteraient les pays de l'Union européenne. Donc vous voyez bien, on est incontournable dans le règlement lui-même. Donc le fait d'imaginer, ce qui est intéressant, c'est que cela a été imaginé et cela... Moi les gars, je vous dis, hein, c'est mort pour l'Ukraine. Hein. Je pense que Trump va mettre une pression pour dire à Zelensky, frérot, tu vas jamais récupérer tes territoires, c'est mort. Le Donbass, là, tout le territoire du Donbass et tout, la Crimée, etc., il va jamais le récupérer. Faut qu'il laisse tomber, je pense. Je pense qu'il doit laisser tomber parce que Trump va mettre une certaine pression. J'ai vu d'ailleurs, je vais vous le montrer comme ça, j'oublie pas pour la soirée. J'ai vu que Glucksmann a fait un long message aujourd'hui sur Twitter. Il a dénoncé justement, voilà, putain, le long message, frère. Il a dénoncé l'ingérence européenne, enfin l'ingérence, le fait que l'Union européenne soit un peu en retrait de tout ça. Donc il parle de l'effondrement du front arrière occidental et non pas du front ukrainien. On sait que voilà, il a beaucoup d'amis ukrainiens, il soutient l'armée ukrainienne Glucksmann. Mais je pense sincèrement que Poutine va gagner cette guerre, les mecs. En tout cas, sur les revendications de Poutine, donc récupérer et garder le territoire du Donbass et de la Crimée, je pense que Poutine va gagner sur le change, les gars. Je pense qu'il va gagner ça. Je pense. Après, faut savoir une chose, les mecs, aussi, hein, c'est que Poutine, Poutine est au courant. Il sait qu'il est en position de force. Il le sait. Il sait très bien qu'il est en position de force parce que si les États-Unis décident de se désengager en termes financiers de cette guerre, mais Poutine, il a le champ libre, tu vois. Peut-être que Poutine, sur la balance, il va dire « Je veux que Zelensky dégage du pays ». Il peut le dire, Poutine. Qu'est-ce qui l'en empêche, les mecs? Qu'est-ce qui l'en empêche? Moi, je ne veux plus du gouvernement ukrainien. Il parle de dénazifier l'Ukraine. Dénazifier l'Ukraine passe par le départ de Zelensky. Il peut très bien le faire aussi. On verra comment ça va se passer, les négociations. Je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Poutine et Trump se sont téléphonés. Voilà, ils se sont entretenus hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Moi, je pense que Zelensky va perdre son territoire, gros. Hein. Il va le perdre, le Donbass, gros. Hein. C'est fini, hein. Attends, tu parles de qui, Shishlab? Il sacrifie sa population, on sait pas pourquoi. Attends, tu parles de qui? Ah, Zelensky. Zelensky, il avait le choix de négocier, il a toujours refusé. Ah, tu parles de avant la guerre ou pas? Parce qu'il y avait l'histoire avec Maïdan, parce qu'avant les Zelensky, c'était, je crois que c'était Poroshenko. C'était Poroshenko qui était président de l'Ukraine. Enfin, bref, c'était tout un bordel aussi avec l'histoire avec Maïdan, etc. C'était n'importe quoi. Mais Poutine, faut pas qu'il oublie il y a un mec qui l'a notifié dans le chat. Il a une victoire à la Pyrrhus, hein. Vous savez ce que c'est le chat ou pas, victoire à la Pyrrhus? Je pense que vous avez la définition, non? Poutine, il a toujours négocié les négociations. Toujours refusé les négociations. Bah après, c'est normal, il est en position de force, mon gars. C'est normal. C'est une victoire avec énormément de pertes. Exactement, les gars. Exactement. Il a quand même perdu énormément de soldats russes dans cette guerre. Donc, compliqué cette victoire. Hein. Defla, attends, Zelensky, il n'est plus élu. Son mandat, il est terminé depuis 1 an. Poutine accepte de parler avec le gouvernement, mais pas Zelensky. Ah, ok. Ah ouais? Ouais, tu m'as appris quelque chose, Toto Mingo, là. Là, techniquement, Zelensky n'est pas le président de l'Ukraine. Après, je sais pas comment ça se passe dans la constitution ukrainienne, mais... Ouais, il y a une loi martiale, donc il n'y a pas d'élection. Exactement, les mecs. Exactement. Il y a la loi martiale. Donc c'est pas pareil, là. Pourquoi on n'a pas l'info dans les médias?
Bah, alors les gars, je pense que comme c'est la guerre en Ukraine, techniquement, il y a la loi martiale. Techniquement. Genre l'économie qui est redirigée vers la production de munitions, d'obus, etc. Enfin, pour moi, il y a la loi martiale. Est imaginé par l'administration Trump de ne pas avoir l'Europe à la table de Ah, mais négociation. pour Poutine, il est Quelque chose de très illégitime, farfelu. d'accord, ok. D'autant plus que, à l'heure de la reconstruction, parce qu'il y a bien un moment, quand on a tout détruit, il faut bien se préoccuper de savoir qui reconstruit et avec quel argent. Nous savons tous que c'est au premier chef, puisque Donald Trump a posé comme règle de base de sa politique de ne pas payer pour les autres. Et même de ponctionner les autres autant qu'elle le peut, parce que quand il s'agit d'élever nos dépenses à 5%, bien évidemment, une des conditions qui va avec, c'est d'acheter le plus possible d'armement américain. Donc nous voyons bien, l'Europe est incontournable. La France est dans une position elle-même singulière et particulièrement décisive. Nous sommes, dans l'Union européenne, le seul pays qui dispose de la force de dissuasion et d'un siège au Conseil de sécurité. Mais nous disposons de la force de dissuasion. Donc nous avons la capacité, par exemple avec les Britanniques, qui ont eux également, même si elle est largement dépendante des États-Unis, une force de dissuasion, nous avons la possibilité d'un effet de levier. Ça veut dire que sur le plan des stratégies, sur le plan des réflexions, sur ce que pourrait faire une éventuelle force de dissuasion stratégique européenne, il y a peut-être un certain nombre d'éléments qui peuvent être imaginés. Ça, c'est la perspective d'un traité de paix. Nous voyons que cette perspective d'un traité de paix, elle est difficile et peut-être malheureusement lointaine. Pourquoi ? Demander à l'Ukraine aujourd'hui, État souverain, indépendant, de concéder plus de 20% de son territoire. Reportez-vous à la situation de la France après 1870. Demandez à la France d'accepter que l'Alsace et la Lorraine restent définitivement allemandes. Ça vous paraît quelque chose de réaliste ? Quand on relit Alphonse Daudet, quand on relit tout Maurice Barrès, on voit bien à quel point la dimension sacrée des territoires, des provinces perdues, ne cesse de grandir et de grossir. Donc, le scénario le plus probable n'est pas celui d'un traité de paix, c'est celui d'un accord de cessez-le-feu, peut-être d'un armistice, le scénario coréen, entre les deux Corées. C'est-à-dire qu'on gèle la situation. Et qu'à partir de là, on ne dit pas quel sera définitivement à l'avenir le statut de ces territoires. On gèle, on met entre parenthèses cette situation, mais par contre, ça n'enlève rien à la nécessité de trouver des garanties pour que la guerre ne recommence pas dans 6 mois, dans 1 an. Et ça pose la question de quel type de force. Est-ce que c'est une force d'interposition européenne ? Est-ce que c'est une force d'interposition internationale dans le cadre des Nations Unies ? Là, il y a une réflexion, il y a des modules à imaginer. Et en même temps, on voit que du côté du président ukrainien... Après, il est bien mignon, hein, mais armistice, pour moi, l'armistice, ça concède quand même que l'Ukraine perdra ses territoires. Parce que les territoires sont maintenant, appartiennent à la Russie. La Russie est déjà implantée dans le Donbass et en Crimée. Donc armistice, bah tu perds quand même tes territoires, c'est ce que tu retiens au bout de la chaîne. 20%, c'est énorme, hein. Eh oui, c'est énorme. Je pense sincèrement, le chat, je sais pas ce que vous en pensez, mais